Bonsoir. De la même façon qu'il n'y a pas eu de 19-20 première partie, cette édition de ce soir sera écourtée. Un journal préparé et réalisé par les personnels non grévistes et au cours duquel il sera presque exclusivement question de cette journée de grève nationale dans la fonction publique. Une grève qui, pour commencer, a paralysé en grande partie la ville de Paris. Stéphane Dubin, Éric Pelletier. Ils ne sont que quelques années, métro fermé. J'habite place d'Italie et je viens à Levallois. Imaginez un peu traverser de Paris. À mon âge, à 60 balais. J'ai des collègues qui n'ont pas pu venir parce qu'elles habitent en banlieue et tout ça. C'était 3 heures d'embouteillage aujourd'hui, c'était l'horreur. Pare-choc contre pare-choc ce soir et gare Saint-Lazare déserte ce matin. En raison de mouvements sociaux, aucun train ne circulera sur les lignes de la banlieue de Paris-Saint-Lazare. Un trafic SNCF et RATP quasiment nul, quelques promeneurs et des commerçants désabusés. Depuis ce matin 7 heures, je sais pas, 24 clients, c'est tout. Pas autre chose. Vous voyez ce qu'on fait? On fait le ménage. Il n'y avait personne à la gare, c'était vraiment triste, j'ai jamais vu la gare comme ça. Métro désert aussi, seulement 6 rames circulent sur 2 lignes seulement. Moi je n'ai pas le choix, je travaille, je fais partie de ces quelques pourcents de la population qui font vivre plus de l'autre moitié. Alors moi, toutes les permes, on les a qu'une fois tous les 15 jours, des fois moins. 10% de bus, ultime recours, le stop. Je vais à Saint-Germain parce que j'ai un rendez-vous et je suis pressé, je viens de client en cours à pied. Et c'est assez dur parce que les gens prennent pas trop en stop et ils ont un peu peur. C'est une raison de plus pour faire du vélo, c'est pas polluant et c'est pas emmerdant les jours de grève. Voilà. Les grévistes de la SNCF avaient décidé de poursuivre aujourd'hui leur mouvement de grève. Après avoir défendu hier leur système de retraite, ils voulaient faire pression, et cela durera sans doute jusqu'à lundi, sur le nouveau contrat de plan qui va lier la SNCF à l'État, l'entreprise étant très dangereusement endettée. Jean-Yves Perrin, Bernie Mériot. Qui est pour la continuité de la grève de 24 heures ? L'Assemblée générale des contrôleurs d'Austerlitz est unanime, la grève est reconduite jusqu'à lundi matin. Et si le mouvement est bien suivi, c'est que les cheminots s'inquiètent à la fois de la réforme de la Sécu qui menace leur régime de retraite et du futur contrat de plan qui supprimerait des kilomètres de lignes et des emplois. C'est uniquement de la rentabilité et on refuse d'admettre que la SNCF c'est avant tout un service public et qu'il joue un grand rôle dans l'aménagement du territoire. Conséquence de cette grève, un trafic quasi nul sur le réseau banlieue. À Montparnasse, il ne valait mieux pas rater son départ. Côté grande ligne, un seul train ce soir par destination, mais peu d'affluence, on est samedi. La plupart des piégés sont des voyageurs débarquant tout juste de l'avion. Quand je suis parti, c'était juste il y avait le changement de gouvernement, donc je pense que les choses ne sont pas améliorées depuis. Ça fait longtemps que vous attendez ? Hier soir, pas de bus. Taxi et puis surprise, pas de train. Les gares parisiennes ne sont pas les seules à connaître ces perturbations. À Toulouse, pas de train régional, seulement 2 trains pour Paris et 1 pour Bordeaux. La grève est reconduite jusqu'à demain. À Strasbourg, la direction qui prévoyait d'abord 16 trains sur les 120 circulant normalement n'est pas sûre de tous les maintenir. Les cheminots poursuivent leur grève jusqu'à E5 venant de la capitale. Une situation qui doit se prolonger demain toute la journée, comme à Rennes, à Lille, à Bordeaux ou à Marseille. Bref, c'est l'ensemble du réseau ferré français qui tourne au ralenti. La SNCF est donc lourdement endettée, je vous le disais, et ce nouveau contrat entre l'entreprise et l'État, qui doit être connu lundi, fait peur aux cheminots. Ils y voient une remise en cause de leurs conditions de travail, d'avantages acquis également, et de la nature même du service public des chemins de fer français. Pascal Golomer, Luc Bachofen. Un chiffre, un seul pour résumer l'urgence des décisions à prendre. La SNCF a accumulé jusqu'à aujourd'hui 175 milliards de francs de dette. En remboursant uniquement les intérêts de cette dette, elle affiche du coup un déficit de 12 milliards de francs cette année qui viennent s'ajouter à la dette évidemment. Un cercle vicieux qu'il faut casser, c'est tout l'objet des négociations entre l'État et la SNCF. Ce contrat va être un contrat d'effort partagé, comme on dit. C'est-à-dire que l'entreprise va s'engager à des améliorations, des progrès, de l'amélioration de sa qualité vue par les clients. Et aussi, du côté de l'État, l'État va nous encourager, nous aider à cette évolution, y compris financièrement sur un certain nombre de points. L'État qui fera d'abord un chèque tout de suite pour alléger la dette. 25 à 30 milliards de francs, dit-on, mais rien n'est encore officiel. Pour le reste, tout dépendra de l'amélioration des résultats et donc des efforts que fera la SNCF. Au programme, la poursuite des suppressions d'emplois, 5000 par an actuellement, le chiffre pourrait s'accroître, une moindre augmentation des salaires aussi, enfin une nouvelle organisation du travail, une plus grande polyvalence des agents.
À cela s'ajoute le transfert vers les régions de la gestion des petites lignes souvent déficitaires. Beaucoup pourraient être transférés sur autocar ou fermés définitivement. Autant de sujets d'inquiétude pour les cheminots. C'est une partie difficile qui se joue, la direction et le gouvernement le savent. Eux qui redoutent plus que tout un long conflit social comme celui de 1986. Les cheminots avaient alors fait grève pendant 22 jours. Les autres titres de l'actualité. Le mouvement de grève à la SNCF s'est poursuivi aujourd'hui dans toute la France et la table ronde entre les syndicats et le président de la SNCF qui présentait son contrat de plan avec l'État n'a rien donné. Jean-Yves Perrin, Jean-Louis Quérec. Un président très attendu par les organisations syndicales. Devant l'ampleur de la grève, tous, direction comme syndicats, voulaient se rencontrer le plus vite possible. Au menu de cette table ronde, la présentation de l'avant-projet du contrat de plan. Mais si les efforts de productivité à faire par les cheminots sont listés, il manque un chapitre essentiel, l'argent que va donner l'État en contrepartie des efforts demandés. Et ce chiffre ne sera connu que mardi prochain. Une table ronde qui n'a pas servi à grand-chose, puisqu'il s'avère que le président Bergogneau est hors jeu dans la protection sociale, sur l'histoire de la protection sociale. Il semble aussi hors jeu sur le contrat de plan, puisqu'il n'a pas été capable de nous fournir la moindre indication sur la position de l'État par rapport à l'avenir de l'entreprise. Qu'aux deux questions posées quant à l'avenir du régime de retraite et de prévoyance des cheminots, il n'y a pas d'assurance. Et quant au contrat de plan, on nous dit on signera comme prévu, dans les délais prévus. C'est justement ce que ne veulent pas les cheminots. Au contraire, on a plutôt l'impression que cette réunion ne peut faire qu'ajouter au mécontentement ambiant. Résultat, tous les syndicats de cheminots appellent ce soir à la poursuite du mouvement. Une grève déjà très suivie ce week-end à Paris comme en province. À la gare Saint-Lazare, par exemple, 3 trains seulement ce soir pour la Normandie. Le réseau banlieue tourne lui aussi au ralenti. Un train toutes les heures en moyenne pour chaque destination. En fait, tout le réseau ferré français est touché dans ces proportions. Demain, la situation sera semblable. Il faudra savoir prendre son mal en patience. Monsieur Bergogneau, bonsoir. Est-ce que le président de la SNCF considère ce soir que ces négociations sont un échec, comme le considèrent les syndicats ? Si vous entendez par là que la rencontre de ce soir n'a pas arrêté la grève, oui, bien sûr. Mais il faut bien comprendre l'origine de la crise que nous traversons, et elle apparaît très clairement à travers les déclarations que nous avons au régime de retraite et de leurs inquiétudes sur l'avenir de l'entreprise qui s'incarne à travers le contrat de plan. Sur le premier point, je n'ai pu que rappeler les déclarations clarificatrices qu'ont fait différents membres du gouvernement hier. Sur le second point, le contrat de plan, nous avançons. Vous avancez, mais les syndicats appellent à une poursuite de la grève. Qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation, à votre avis ? Je crois que la question du contrat de plan reste malgré tout essentielle. Et j'ai pu ce soir remettre aux organisations syndicales un avant-projet qui traite déjà de questions importantes. La pérennité de l'entreprise, de son statut, le service public, et puis aussi tordre le cou au passage à cette affaire des 6000 km de lignes que l'on va supprimer et qui n'est qu'imaginaire. Mais surtout, j'ai pu dire, et je confirmerai dans 2 jours, lorsque le mécanisme de désendettement par lequel l'État accompagnera nos efforts sera précisé, que j'ai aujourd'hui la conviction que ce contrat de plan pour l'entreprise est une vraie chance à saisir. Grâce à l'aide de l'État, si nous prenons notre destin en main, nous pouvons redresser durablement l'entreprise. Monsieur Bergogneau, je vous remercie. Madame Notat, merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Le président de la République n'est pas en odeur de sainteté auprès de monsieur Blondel, vous non plus. Que pensez-vous de l'attitude actuelle de monsieur Blondel dans cette crise ? Je n'ai pas à en juger, mais en l'occurrence, pour ce qui est de la rencontre avec le président de la République que j'ai eue aussi, la différence entre Marc Blondel et moi est peut-être que je n'attendais pas de confidence de Jacques Chirac. Jacques Chirac m'a demandé quelles étaient mes positions, les positions de la CFDT sur la réforme de la sécurité sociale. Je lui ai aussi beaucoup dit ce que je ne souhaitais pas voir dans cette réforme. Et il m'a dit clairement à la sortie, « Madame, je vous ai bien écouté, mais vous savez bien que les arbitrages appartiennent au gouvernement. » Bien sûr, ai-je dit, monsieur le président de la République. Marc Blondel, lorsqu'il s'en prend à vous, vous accuse finalement d'être d'accord avec le gouvernement sur la réforme de la sécurité sociale, en schématisant peut-être. Oui, bien évidemment, le gouvernement sur l'assurance maladie, j'entends bien, a repris des positions et des revendications que nous avons à la CFDT depuis plusieurs mois et plusieurs années. Alors évidemment que je ne vais pas m'en plaindre. C'est une autre forme de syndicalisme que vous prenez par rapport à la CGT et à Force ouvrière ? À l'évidence, l'affaire de la sécurité sociale le démontre, mais ça fait déjà longtemps que nous avons le sentiment qu'il faut aujourd'hui un syndicalisme qui soit de plus en plus utile et efficace.
Un syndicalisme qui fonctionne différemment quand on a 5 millions d'exclus, 3 millions de chômeurs, ou quand on a 500 000 chômeurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons envie d'être un syndicat, un contre-pouvoir libre, autonome, mais efficace et obtenant des résultats. On vient d'entendre M. Bergogneau, le président de la SNCF. On a vu que la situation était bloquée à la SNCF. On a une semaine qui s'annonce avec de nouvelles manifestations. Comment voyez-vous les choses s'opérer ? Bon, écoutez, à la SNCF, je dirais que c'est là une démonstration de plusieurs années de manque de courage, tant de l'État que des présidents, certains présidents de la SNCF aussi, c'est-à-dire qui ont toujours repoussé plus loin des décisions qui devaient être prises. Là, on est au pied du mur. On est au pied du mur, donc plus c'est douloureux, plus ça réagit. Est-ce que vous êtes d'accord avec la grève des cheminots ? Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est une mode. Tout dépend au service de quoi ils la font. Je crois qu'aujourd'hui, les cheminots sont en droit de demander au gouvernement qu'est-ce que vous voulez pour la SNCF demain. Votre contrat de plan, vous voulez faire bouger la SNCF peut-être, mais pour en faire quoi? Donc comprendre qu'il faut bouger. Ensuite, ils sont en droit de leur demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour assurer les complémentarités nécessaires entre le rail et la route, par exemple. Et ils sont évidemment en droit de leur demander à quelle sauce les salariés vont être mangés. Pour ce qui concerne la sécurité sociale, vous pensez que c'est terminé, la réforme va passer, le gouvernement peut tenir sur cette position ? Ah mais non seulement je pense qu'elle peut, je dis qu'elle doit passer concernant l'assurance maladie. Et nous ne serons pas du côté de la CFDT de ceux qui veulent la faire échouer, mais nous avons le gouvernement à l'œil. La vigilance s'impose car maintenant il faut appliquer les orientations et c'est là que le gouvernement va être au pied du mur contre tous les lobbies. Dernière chose, Nicole Notat, vous avez été quelque peu chahuté par certains de vos propres militants vendredi. C'est un mauvais souvenir, ça vous a choqué, vous en êtes remise ? Ça m'a choqué moralement plus que physiquement, car j'étais bien protégée, mais c'est vrai que c'est tout à fait déplaisant de voir que cela peut arriver dans le mouvement syndical. Ces gens étaient très minoritaires, agressifs, verbalement et physiquement, ça n'honore pas ce qu'ils entendent défendre. Mais enfin, je veux dire que j'en profite. Merci de me donner votre antenne, car je ne pourrais pas répondre personnellement à tous les messages de sympathie et de soutien dont j'ai été l'objet ce week-end. Et ils me vont droit au cœur, je vais vous dire, pas seulement parce qu'ils ont eu le sentiment que j'avais là passé un mauvais moment, mais parce que beaucoup se terminaient par cette forme et cet encouragement. Nicole, tiens bon sur la Sécu, tu tiens le bon bout et on est avec toi. Merci Nicole Notat. Petite rectification, nous ne avons pas donné l'antenne, nous vous avons invité. Je dis ça pour les censeurs qui nous regardent de très près. Merci de cette erreur de langage. Alors en ce qui concerne le conflit proprement dit, une nouvelle négociation cet après-midi avec le ministre des Affaires sociales, M. Barrot, n'a pas abouti. Les cheminots ont tout de même obtenu de conserver leur régime spécial de retraite. Demain, Force ouvrière, la CGT, appelle à une nouvelle journée de grève contre la réforme de la sécurité sociale. Le trafic ferroviaire risque d'être pour la 5e journée consécutive très fortement perturbé. Pascal Golomer, Laurent Bailly. Il y a eu une assemblée générale ce matin à 10h30, donc la grève a été reconduite. Séance d'information cet après-midi au fond d'un hangar. Une petite poignée de grévistes, des sédentaires comme on les appelle. Ils travaillent en principe au guichet de la gare de l'Est. Et ils sont désormais tout aussi déterminés que leurs collègues roulants à poursuivre le mouvement. Quand le président Bergogneau convoque les organisations syndicales, on pouvait penser peut-être qu'il avait d'autres propositions à faire sur le contrat de plan, et il n'en est rien. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune raison, et les cheminots d'ailleurs le montrent massivement encore aujourd'hui, pour arrêter le mouvement. Aucune avancée aujourd'hui du côté de la direction de la SNCF. Surprise en revanche, en début d'après-midi, Jacques Barrot invite tous les syndicats à son ministère pour évoquer évidemment le fameux régime des retraites, départ à 55 ans et durée de cotisation moindre que dans le privé. Un régime que le gouvernement veut réformer, mais auquel s'accrochent les cheminots. Ce soir, le ministre l'a promis, rien n'est décidé. Objectif, consolidation à moyen et long terme de nos régimes spéciaux de retraite. Méthode, une commission composée de personnalités indépendantes et compétentes. Assurance, il y aura une concertation approfondie. Pour les syndicats, pas de quoi être rassurés. Concernant le statut, notamment le régime de retraite, le gouvernement n'a pas l'intention, manifestement, de donner des signes d'apaisement aux cheminots. Rien de neuf, confirmation d'une mobilisation nécessaire pour continuer d'essayer de faire reculer le gouvernement sur cet aspect particulier, comme sur la question du contrat de plan.
Et ils se retrouveront tous demain sous une seule banderole dans la manifestation contre le plan Sécu du gouvernement. Le gouvernement a donc annoncé aujourd'hui qu'il augmentait de 12 milliards, 37 milliards au total, son aide au remboursement de la dette de la SNCF contre un effort de productivité, donnant. Chantage, ont répondu les syndicats. Le gouvernement a ajouté qu'il n'entendait pas remettre en cause le régime de retraite spécifique des cheminots. Et ce soir, la négociation a repris. Pascal Golomer, Jacques Garniche. Attention, une table ronde peut en cacher une autre. Après être allé hier chez Jacques Barrot, les syndicats de cheminots retrouvent ce soir leur président, Jean Bergougnoux. Cette fois, pour parler en détail du contrat de plan. On le sait depuis ce matin, l'État reprendra l'année prochaine 37 des 175 milliards de francs de dette de la SNCF sans contrepartie. Pour le reste, tout dépendra des résultats de l'entreprise et donc des efforts des cheminots, en matière salariale notamment. Si le résultat s'améliore, la dette sera allégée, ce sera franc pour franc, donnant. Chantage, dénoncent les syndicats. Le donnant est faussé d'entrée dans la mesure où c'est la dette de l'État que la SNCF supporte. Ce n'est pas la dette des cheminots ni des usagers. C'est l'actionnaire unique qui est l'État qui n'a pas participé à ces investissements dans le mode ferroviaire. C'est donc à lui de trouver les moyens pour assumer ses responsabilités, même après coup. Ce plan que rejettent la CGT et la CFDT, c'est pour Jean Bergougnoux le plan de la dernière chance. Encore faut-il convaincre des cheminots lancés dans le conflit le plus dur depuis 1986. Les syndicats CGT, CFDT, FO et autonomes de la RATP annoncent une reconduction de leur mouvement de grève pour demain. Attention donc pour les Parisiens et les habitants de l'Île-de-France, mais c'est à la SNCF que l'on s'attend à une nouvelle journée, encore pratiquement sans train. Les cheminots contestent à la fois la mise en cause de leur régime de retraite et le contrat de plan que leur entreprise doit passer avec l'État pour réduire son endettement considérable. Et malgré toutes les avances faites aujourd'hui du côté du gouvernement, une majorité de cheminots sont sur une ligne dure. Reportage dans un important centre de la SNCF, c'est au Mans. Jacques Cardoz, Nathalie Gallet. Depuis hier 13h, plus aucun train ne circule. Et pour cause, ils occupent un point stratégique, le poste de régulation à commande informatisée. 200 cheminots sont réunis ici autour des mêmes revendications, le régime des retraites, mais aussi l'incertitude de l'emploi via le contrat de plan SNCF qui prévoit la suppression de 6000 km de lignes régionales. Globalement, sur la Sarthe, il y a de gros risques pour l'emploi au niveau de la SNCF, puisque l'atelier, il y a 500 emplois, on n'a aucune assurance sur l'avenir, la charge de travail dans les 2-3 ans à venir. Aussi, l'action d'aujourd'hui est clairement aussi vers les usagers. L'action pour nous, pour la SNCF, c'est la défense du service public. C'est quelque chose d'important, et l'aménagement du territoire. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Quant à l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement concernant l'effacement d'une partie de la dette, elle ne satisfait pas ces grévistes. L'État s'est pourtant engagé à reprendre en 2 tranches 37 milliards de francs sur 175 milliards de la dette globale. Par la suite, toute amélioration du résultat d'exploitation sera accompagnée d'un allègement par l'État sur les charges financières de la SNCF. 37 milliards pour l'année 96. Et après, on va demander aux cheminots de faire l'économie sur les emplois, sur les salaires, d'1 milliard pour toucher 1 milliard en répartie du gouvernement. Vous trouvez que c'est un accord normal, ça ? Nous, on est la SNCF, on est pour défendre nos droits, nos valeurs, on est un service public, on tient à rester service public. Ce soir, des groupes de manifestants ont défilé dans les rues du Mans. Pour certains syndicalistes, il ne s'agit pas d'un coup de colère passager, mais bien d'une action prolongée. Pas question de toucher au statut. En signe de colère, ils sont même allés jusqu'à murer la permanence du RPR de la Sarthe. Au 7e jour de la grève de la SNCF, d'autres services publics ont été appelés à arrêter le travail. C'est le cas à EDF-GDF, dont les agents manifestaient ce matin à Paris. En dehors du plan de réforme de la sécurité sociale, gaziers et électriciens sont inquiets de l'arrivée prochaine de la concurrence sur leur marché. Jean-Paul Chapelle, Frédéric Bazy. Le barrage des CRS aura été le plus fort. Les militants CGT n'ont pas atteint leur objectif, rendre visite à l'Assemblée nationale. Motif de la colère, la menace qui pèse, selon les syndicats, sur le service public. Le monopole d'EDF-GDF est dans le collimateur de Bruxelles qui réclame l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz. Plus de concurrence pour faire baisser les prix, une perspective qui inquiète les syndicats. La concurrence ne servira que les intérêts des grandes entreprises et que ceux qui auront à pâtir de cette réalité-là, ce seront les usagers qui verront notamment une augmentation du coût de l'électricité d'une manière importante comme on l'a connu en Grande-Bretagne ces dernières années. Mais les salariés redoutent surtout une remise en cause de leur statut. Car pour faire face à la concurrence européenne, l'entreprise publique risque d'ouvrir son capital à d'autres actionnaires. On touche actuellement au monopole de la distribution.
Or, quand on remet en cause le monopole de la production, le monopole d'import-export et le monopole de distribution, c'est la privatisation qui intervient, comme en Grande-Bretagne. Dans leur cortège, les électriciens et gaziers ont été rejoints aujourd'hui par des cheminots et des postiers. Comme eux, les agents EDF-GDF craignent pour leur retraite. Dans le cadre du plan Juppé, ils risquent aussi de perdre les avantages de leur régime spécial. La moitié des 130 centres de tri postaux en France sont également en grève contre la réforme de la sécurité sociale et solidaire avec les cheminots. Reportage à Rouen d'abord et dans d'autres centres, Pascal Golomer, Luc Bazizin. Ici, on n'est pas en grève pour des intérêts étroits et égoïstes de catégoriels, on est en grève contre le plan Juppé, point à la ligne. Le centre de tri de Sotteville-lès-Rouen bloqué depuis lundi soir, depuis le vote de la grève à main levée. 3 assemblées générales chaque jour et toujours le même mot d'ordre qui revient dans les conversations. Non à la casse des acquis sociaux, non à la remise en cause des régimes de retraite. Beaucoup de collègues disaient est-ce qu'on va subir toutes les attaques à chaque fois en répondant juste par une 24 heures, souhaiter aller plus loin. Le fait que les cheminots aient montré la voie, c'est le cas de le dire, a décidé l'action ici. Ce soir, 50 des 130 centres de tri de la Poste sont occupés, avec 50 à 90% de grévistes. Une grève qui ne s'étend pour l'instant qu'à une vingtaine de bureaux à Paris, Grenoble, Lyon ou Valence. Ailleurs, les guichets restent ouverts, les facteurs font encore leur tournée. Mais la distribution du courrier pourrait devenir de plus en plus chaotique dans les jours qui viennent si le mouvement se poursuit. Et c'est bien l'intention des principaux syndicats qui appellent partout à la grève reconductible. La Saint-Éloi, saint patron des métallos, est en principe jour de fête chez les cheminots. Dans les ateliers d'Helem, près de Lille, un atelier qui s'occupe de la maintenance des TGV, l'ambiance était cette année plutôt à la morosité. En compagnie d'Anne Mourgue et de Jean-Christophe Raxi, portrait d'un cheminot plutôt amer. Ils ont voulu sauver les apparences, mais ils n'avaient pas envie de faire la fête. Aujourd'hui, la Saint-Éloi avait pour ses cheminots un goût plutôt amer. Le barbecue leur servait plus à réchauffer les corps que les cœurs. Au milieu du piquet de grève, Raoul Mastin se dit frustré. Il travaille à la maintenance des TGV. En fin de carrière, son salaire est de 9 300 francs par mois. Il redoute la privatisation. Il craint surtout de perdre 20% sur sa retraite. J'ai été dupé, volé. On me pompe pendant des années. Il a fallu l'impôt solidarité. On me retrait de plus en plus sur la fiche de paye. Demain, il faudra payer de plus en plus d'impôts. Je paye dans tous les secteurs et on me dit encore que je suis un nanti. Un nanti, un mec qui se lève tous les jours à 5 h du matin, qui fait sa journée, qui paye ses impôts, on y prélève et demain on va encore me prélever de plus. Écoutez. Il y a 30 ans, il a quitté le privé, prêt à gagner moins. Il a choisi la SNCF pour son statut. Alors la pilule est d'autant plus dure à avaler. J'estime qu'aujourd'hui, à 55 ans, je dois partir en retraite décemment, avec un revenu qui me permet de profiter de la vie. De son atelier de maintenance, il rêvait souvent à la retraite. Il voulait parcourir la France, faire du vélo. Possible à 55 ans, dit-il, plus à 60. C'est pour ça qu'il se bat, même si aujourd'hui la grève lui a déjà coûté 2000 francs. Aujourd'hui, je perds de l'argent, ça me remet en cause mes vacances de neige peut-être, mais je dirai jusqu'au bout. Je ne veux pas perdre le privilège que j'ai de dire j'ai le droit, moi comme un autre, à une vie décente, à une retraite décente. Demain, il sera encore au milieu du piquet de grève, sans les sandwichs ni les merguez, mais avec la même détermination. Semaine décisive également pour le mouvement universitaire. François Bayrou recevra demain, dimanche, les représentants de la coordination étudiante qui s'est réunie jusqu'à 4 h du matin à Sancier pour élaborer sa plateforme revendicatrice et pour composer, après des manœuvres de coulisses pas toujours très claires, la délégation qui sera reçue au ministère. Françoise David. C'était hier soir à la faculté de Sancier. Environ 300 représentants d'universités en grève s'étaient retrouvés pour élaborer une plateforme de revendication à présenter au ministre de l'Éducation nationale. Les étudiants exigent en urgence 2 milliards de francs pour assurer les travaux de réfection des bâtiments anciens et également 2 milliards de francs pour le fonctionnement, mais ils pensent aussi à un avenir proche. Nous lui demandons une loi de programmation budgétaire quinquennale, à savoir qu'on lui demande la création de 25 000 postes d'enseignants-chercheurs, de 20 000 postes de personnel technique et administratif. On lui demande aussi, cette loi de programmation, on la chiffre à 50 milliards de francs.
Les étudiants qui tenaient en fin d'après-midi une nouvelle réunion réclament également la réquisition des universités privées. Ils appellent à la grève générale dans les universités et à des manifestations mardi prochain. La délégation qui rencontrera demain matin au ministère de l'Éducation nationale, François Bayrou, est composée de 22 délégués, un tiers de Parisiens et 2 tiers de provinciaux. Mais hier soir, une certaine confusion a régné lors de la désignation de ces délégués. Et ce soir, l'UNEF indépendante et démocratique, syndicat qui est majoritaire dans les universités, appelle, je cite, les étudiants à rester vigilants face à toute tentative de récupération politique. Je vous disais il y a un instant, la semaine prochaine s'annonce particulièrement houleuse sur le plan social, avec un programme de défilés et de manifestations assorti d'appels à la grève dans les banques, chez Renault ou encore dans l'enseignement. Le tout sur fond de division syndicale, alors que la CGT ouvre demain son 42e congrès et qu'à Force ouvrière, le secrétaire général Marc Blondel a appelé cet après-midi, je cite, à une généralisation de l'action pour le retrait du plan Juppé. Commentaire Yannick Letranchant. Marc Blondel, très convoité. Il faut dire qu'il a décidé de lancer aujourd'hui un appel solennel à la généralisation du mouvement. À partir de lundi, c'est une radicalisation. Je vais maintenant demander pratiquement à tous les secteurs d'activité progressivement de rentrer dans la grève, c'est-à-dire de l'alourdir. À partir d'une position simple, le retrait du plan Juppé. Marc Blondel entend bien s'installer dans la tendance dure du mouvement, tendance qu'il partage avec Louis Vianney de la CGT, un mariage de raison contre le plan de réforme de la sécurité sociale, le plan Juppé. CGT, Force ouvrière, même combat pour une même cause, la grève généralisée à tous les secteurs, des transports aux hôpitaux, en passant par les impôts, etc. Ça ressemble à un front syndical, mais l'union sacrée présente quelques failles. Nicole Notat de la CFDT et Alain Deleu de la CFTC s'affichent plus modérés, leur credo discuter pour réformer. C'est une histoire vieille de 100 ans comme le syndicalisme, les durs face aux modérés, l'arbitre c'est la base, rarement modéré, souvent très dur, toutes tendances confondues. La France s'installe dans les grèves, des grèves qui s'étendent, se durcissent et se politisent. Nous allons y revenir. À l'issue d'une réunion à Matignon avec tous les ministres concernés, a été décidée la mise en place de moyens de transport de substitution en Île-de-France. Environ 1500 cars privés vont être mis en place progressivement et les bateaux-mouches seront gratuits en fin d'après-midi. Reportage Laurent Bailly, Frédéric Faure. Cet après-midi, les responsables de la SNCF, de la RATP et surtout les représentants des compagnies d'autocars privés ont donc rencontré Bernard Ponce et Anne-Marie Hydrac, les responsables gouvernementaux des transports. Objectif, pallier la paralysie totale, demain encore, des transports en commun en Île-de-France. Nous avons donc décidé avec le syndicat des transports en région Île-de-France de mettre en place un système de dépannage. Un système d'assistance qui, bien entendu, sera modeste par rapport à l'ampleur du problème. Modeste parce que les 1700 autocars affrétés ne pourront véhiculer que 100 000 personnes au lieu des 800 000 qui voyagent habituellement aux heures de pointe. Il en coûtera 3 millions de francs par jour à l'État, mais ce sera gratuit pour les usagers. Concrètement, à partir de mardi matin, 140 lignes de substitution seront installées au départ des grandes villes de la banlieue parisienne. De 5h30 à 6h30, les cars convergeront vers 13 destinations dans Paris. Même trajet en sens inverse, entre 16 et 17h dès demain. Dans Paris encore, des vedettes et divers bateaux-mouches circuleront toutes les 20 minutes environ sur la Seine entre Bercy et la Maison de la Radio. Ces navettes fluviales ne seront en service comme les autocars qu'à partir de demain après-midi. Enfin, selon nos informations, si la grève devait se prolonger quelque temps encore, la RATP pourrait, sur présentation de la carte orange de décembre, accorder la gratuité du transport pour janvier 96. Alors que Marc Blondel, pour FO, a appelé à une généralisation de l'action pour le retrait du plan Juppé, la CGT a ouvert son congrès aujourd'hui à Montreuil, près de Paris, pour son actuel secrétaire général, Louis Vianney, qui sera réélu sans problème. Lors de ce congrès, ce que la CGT reproche au gouvernement, ce n'est pas de vouloir réformer, de vouloir le faire seulement en faisant payer les petits. Cela dit, Louis Vianney reste prudent sur la généralisation des grèves au secteur privé. Sur place pour France 2, Agnès Molinier, Luc Bachofen. Des militants galvanisés. Louis Vianney, le secrétaire général de la CGT, devrait sortir renforcé de ce 45e congrès de son syndicat. Il est porté par les événements sociaux, même si aujourd'hui les cheminots en grève depuis 9 jours lui volaient la vedette.
Soutenir les grévistes bien sûr, mais surtout appeler à l'unité syndicale. Louis Vianney a choisi de ne pas disputer à Force ouvrière la conduite du mouvement. Oui, mes chers camarades, je salue ce processus formidable de mise en mouvement unitaire, d'enracinement démocratique, à l'appui duquel le monde du travail pose maintenant avec force ses exigences sur la table de ce qui doit et de ce qui va devenir une table de négociation. Un appel à la mobilisation que les militants attendaient, d'autant qu'ils sont appelés mardi à une nouvelle journée de manifestation. Ce congrès de la CGT est historique non seulement parce qu'il fête les 100 ans de l'organisation, mais surtout parce que c'est la première fois qu'un congrès syndical se déroule en plein conflit social. Demain mardi s'annonce comme un nouveau pic de la grève, comme disent les spécialistes, avec de très nombreuses manifestations, notamment à Paris, ce qui ne va pas arranger la circulation. Ce lundi a déjà vu une extension tous azimuts des conflits sociaux de ce mouvement aux 1000 pattes mais sans tête, pour reprendre l'expression de mes confrères d'Info Matin. Le point, Elisabeth Esley. Dans les rues de Bordeaux ce matin, beaucoup de voitures, mais aucun bus. Ils sont restés au garage, les 1200 chauffeurs ayant suivi le mot d'ordre de grève lancé par Force ouvrière. Tant que le gouvernement Juppé ne retire pas son plan, on continuera et je pense que le mouvement va se durcir sérieusement. Le péage est gratuit, monsieur. Quelque chose de positif. Voilà. Entre Marseille et Aix-en-Provence, péage gratuit ce matin pour les automobilistes pendant 1h30. Il leur est offert par des manifestants d'EDF qui les informent des risques, selon eux, de la privatisation. En Angleterre, ils ont privatisé le gaz de France et ça s'est traduit par 40% d'augmentation sur les factures pour les usagers. Et on veut éviter ça. Dans le Nord, les cheminots ont reconduit la grève. Aucun train n'a circulé dans la région aujourd'hui, situation identique demain. Avec toujours les mêmes exceptions, 4 allers-retours d'Eurostar Paris-Bruxelles et 5 Paris-Londres qui sont prévus pour demain. En Alsace, à Fessenheim, les grévistes d'EDF se relaient depuis 5 jours devant la centrale. Ce matin, ils ont bloqué l'entrée pendant 2 heures. Une action qui fait partie d'un mouvement tournant. Les grévistes prévoient dès demain de s'attaquer à d'autres sites. À Paris, le défilé organisé entre la place de la République et la gare Saint-Lazare a rassemblé environ 50 000 personnes selon la préfecture de police et 160 000 selon la CGT. En tête de ce cortège, les cheminots grévistes. Reportage Agnès Molinier et Laurent Bailly. Ils défilent pour la 3e fois, ils sont en grève depuis 11 jours et aujourd'hui, les cheminots sont plus déterminés que jamais. Ils durcissent le ton et les slogans. Ah oui, c'est un homme mort, c'est un caténériste SNCF. C'est le plan Juppé qui veut ça, vous voyez. Ça fera quoi le plan Juppé? La mort des cheminots, en direct. Ça a été trop loin maintenant, il faut gagner. Faut gagner quoi? Contre le plan Juppé, contre le contrat de plan. L'appel à manifester lancé aujourd'hui par la CGT, Force ouvrière, a largement été suivi. Son but, se faire entendre par le gouvernement. J'ai surtout le sentiment qu'il ne prend pas la mesure de ce qui est en train de grandir dans le pays. Ça, oui, j'en ai la conviction. Tous les moyens étaient bons pour montrer sa détermination, mais surtout pour demander des négociations. Le gouvernement aujourd'hui, il se sent pas bien. Parce qu'un gouvernement qui négocie pas avec les organisations syndicales, c'est qu'il n'est pas bien dans sa tête. On en a marre d'être cotisé et on n'est pas augmenté. On commence à en avoir marre, on ira jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, la manifestation de l'Île-de-France a drainé autant de monde que le Rassemblement national de mardi dernier. Le cortège s'est disloqué à la gare Saint-Lazare. Et ce n'est qu'après que quelques incidents ont éclaté, des groupes isolés s'en sont pris à des voitures et au mobilier urbain. Je vous rappelle que dans quelques instants, nous devrions entendre une communication gouvernementale du chef du gouvernement en direct de l'hôtel de Matignon. Arlette Chabot, c'est la 2e fois en quelques semaines qu'Alain Juppé s'adresse ainsi directement à l'opinion. Oui, effectivement, dans des sujets graves et importants, comme il le considère ce soir, effectivement, Alain Juppé préfère s'adresser directement à l'opinion et aux Français. Il veut convaincre sûrement les Français ce soir, comme il a
tenter de convaincre la représentation nationale, comme l'on dit à propos des députés, de la nécessité de la réforme. Et il compte sûrement, lui aussi, à nouveau expliquer aux Français les détails de la réforme et préciser les garanties qu'il a données cet après-midi aux fonctionnaires, notamment pour essayer de débloquer le conflit et la crise. Je rappelle que Nicole Notat est toujours avec nous et qu'elle aura l'occasion de répondre ensuite aux propositions du Premier ministre que nous allons entendre dans quelques instants en direct de l'hôtel de Matignon. Chers compatriotes, j'ai souhaité ce soir vous parler personnellement, parce que je sais que la vie quotidienne de beaucoup d'entre vous est difficile, et que depuis quelque temps, elle est plus difficile encore. Je pense à ceux d'entre vous qui veulent travailler, et qui doivent parfois se lever à 3 ou 4 heures du matin pour rejoindre leur bureau ou leur atelier. Dans les grandes villes, vous devez parfois faire des heures de marche, et avec le froid qui revient, c'est de plus en plus dur. Puis je pense aussi aux grévistes. Je sais que ça n'est pas une décision facile que de décider la grève. Et pour les plus modestes, cela implique des sacrifices. Alors il n'est plus possible de continuer comme cela. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Il faut en sortir d'urgence. Et pour ma part, je souhaite de tout cœur que les choses s'apaisent. Certains formulent des exigences. Ils disent, le préalable à toute discussion, c'est que le gouvernement retire son plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale. Eh bien, je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur, et je dirais même une faute, que de le faire. Cela irait contre l'intérêt de chacune et de chacun d'entre vous et contre l'intérêt de la France. Ces réformes, nous les avons longuement préparées. Et je crois aujourd'hui qu'elles sont à la fois urgentes et justes. Nous allons les faire dans la concertation et elles donneront des résultats. Elles seront utiles. Voilà au moins 4 raisons pour lesquelles il ne faut pas les retirer et je voudrais essayer, si vous voulez bien m'écouter ce soir, de vous en convaincre. Elles sont d'abord urgentes. Si nous les retirions, que se passerait-il? Il n'y a aucune autre proposition qui soit faite par qui que ce soit. Ce serait donc le statu quo, l'immobilisme, et ce serait très dangereux. Je voudrais en prendre quelques exemples. D'abord, l'assurance maladie. Vous savez bien que chaque année, on dépense en prestations plus qu'on encaisse en cotisations. Cela veut dire qu'il y a un moment où l'assurance maladie va être en cessation de paiement. On ne pourra plus vous rembourser. Et ça, je ne le veux pas, bien entendu. Autre exemple, les régimes spéciaux de retraite dont on parle beaucoup ces temps-ci, c'est-à-dire les retraites des fonctionnaires, des agents de la RATP ou de la SNCF. Là encore, il y a un problème. Pas tout de suite, pas demain, pas après-demain, mais dans 10 ou 15 ans, et gouverner, c'est prévoir ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans. Quel est le problème? Vous le comprenez facilement. Comment ça marche? Ce sont les travailleurs actifs qui payent des cotisations afin de financer les retraites de ceux qui sont déjà pensionnés. Or, que se passe-t-il? On rentre dans la vie de travail de plus en plus tard, on arrête de travailler de plus en plus tôt, il y a donc de moins en moins de cotisants. Et puis dans le même temps, les retraités qui ont pris leur retraite de plus en plus jeunes vivent, et c'est heureux, grâce soit rendue au ciel, vivent de plus en plus longtemps. Le rapport entre les cotisants et les inactifs est donc déséquilibré, et ça va continuer. Voilà pourquoi il faut faire quelque chose. Autre exemple encore, la SNCF. Nous sommes tous très fiers de cette grande entreprise nationale. Nous connaissons les TGV, c'est une des belles réalisations de l'industrie française. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, ce qu'on nous a caché trop longtemps, c'est que cette entreprise ne se porte pas bien. Elle a des dettes considérables, je ne vous donnerai pas les chiffres parce qu'ils ne parlent pas à l'imagination. Elle perd de l'argent chaque année, et ce qui est plus grave peut-être, c'est qu'elle transporte proportionnellement de moins en moins de passagers et de marchandises parce qu'elle résiste mal à la concurrence d'autres modes de transport, en particulier la route. Et donc là encore, si nous ne faisons rien, cette entreprise va aller vers des difficultés extrêmement graves. Il y a donc urgence à agir, et je voudrais que vous en soyez convaincus.
Ces réformes urgentes, elles sont aussi justes, et nous avons tout fait pour qu'elles le soient. Ne croyez pas tous les mensonges qu'on vous raconte depuis 15 jours, en vous expliquant que les efforts ne seront pas équitablement répartis. Ce n'est pas vrai. La première chose que nous voulons faire pour l'assurance maladie, c'est d'abord un régime universel. Ça veut dire quoi? Actuellement, les Français ne sont pas égaux devant l'assurance maladie. Ils ne reçoivent pas tous les mêmes prestations. Eh bien, nous voulons que ça change. Nous voulons la même couverture maladie pour tous les Français. C'est une mesure de justice. Et puis, nous voulons aussi que les efforts soient équitablement répartis. Je vous l'ai dit. Et là, je voudrais rétablir une fois encore quelques vérités. Il n'est pas vrai que les plus petits vont supporter le poids du redressement de l'assurance maladie. 2 exemples précis. Le remboursement de la dette sociale. Rien ne sera demandé aux 5 millions de Français les plus modestes. Et pour la cotisation maladie supplémentaire, là aussi, je l'ai expliqué déjà à la télévision, je dois le redire parce que ceci a été un peu perdu de vue, les retraités qui ne sont pas imposables, il y en a plus de 6 millions, c'est près de 60% de tous les retraités, ne supporteront pas cette cotisation supplémentaire, et les chômeurs qui ont des ressources inférieures au SMIC, 2,5 millions d'entre eux, plus de 80% de tous les chômeurs ne la supporteront pas non plus. Vous le voyez, les Français les plus modestes ne seront pas appelés à participer au redressement financier de la sécurité sociale. Justice aussi en ce qui concerne la SNCF. On vous a beaucoup parlé du contrat de plan. Eh bien, je voudrais vous dire ce que c'est que ce contrat de plan. Il ne consiste en aucune manière à remettre en cause le caractère d'entreprise publique de la SNCF. Elle restera un service public, j'en prends l'engagement. Il ne remet pas en question non plus le statut des cheminots, qui doit être défendu. Et il prévoit un très large effort de la collectivité pour redresser la situation de la SNCF. Les contribuables, nous toutes et nous tous, nous allons apporter dès 1996 et sans contrepartie 37 milliards d'aides financières à la SNCF pour lui permettre de payer ses dettes. Et ça continuera ensuite. Il n'y a pas de blocage des salaires à la SNCF. Il n'y a pas non plus de liste de suppression de lignes. Ceci n'est pas vrai, ça ne figure pas dans le contrat de plan. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que l'entreprise se modernise, qu'elle motive davantage tous ses collaborateurs et qu'elle fasse preuve d'un nouveau dynamisme commercial. C'est bien le moins qu'on puisse demander à une grande entreprise publique. Voilà donc pourquoi les réformes sont justes. Nous allons aussi les faire dans la concertation, ces réformes. On vous dit parfois que le gouvernement va tout décider tout seul. Ce n'est pas vrai. Prenons l'exemple des ordonnances. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des ordonnances. Tous les gouvernements en ont fait, qu'ils soient de droite ou de gauche. Je me suis engagé à ce que ces ordonnances, qui sont nécessaires pour aller vite, soient objet d'une information auprès du Parlement, mais aussi auprès des partenaires sociaux. Je l'ai annoncé cet après-midi à l'Assemblée nationale. De même, j'ai demandé à M. Barrot, vous le connaissez, vous l'avez vu souvent ces jours derniers, vous avez apprécié à la fois son calme et son ouverture d'esprit. J'ai demandé que M. Barrot reçoive toutes les confédérations syndicales pour organiser cette concertation. J'ai prévu une table ronde sur l'avenir de nos services publics auxquels nous sommes très attachés. Et puis enfin, il y a les régimes spéciaux de retraite. Et là, je veux être aussi très clair. Aucune décision n'est prise a priori. Je vous ai dit pourquoi ces régimes connaissaient des difficultés. Eh bien, il faut remettre tout ça à plat. Et j'ai chargé une commission composée de personnalités très respectées, très éminentes, de toute sensibilité, de faire un livre blanc, un peu comme M. Rocard l'avait fait pour le régime général il y a quelques années. Mais sur la base de ce livre blanc, le moment venu, nous prendrons les décisions en concertation avec tous ceux que cela concerne. Enfin, et c'est la 4e raison pour laquelle il faut faire ces réformes, je suis persuadé qu'elles seront utiles, qu'elles réussiront. Elles ne sont pas faites pour brimer, pour gêner, elles sont faites pour aider la SNCF, pour aider l'assurance maladie, pour aider les régimes spéciaux de retraite à se redresser. Et je suis persuadé que la France a en elle-même tous les atouts pour réussir. Je ne comprends pas cette espèce de sinistrose ou de morosité qui est en train de s'installer. Est-ce que nous mesurons suffisamment bien la chance que nous avons d'être Français? Et je vous pose tout simplement la question, y a-t-il un seul pays au monde où vous préféreriez vivre plutôt qu'en France? Je le dis cela tout particulièrement à nos jeunes. Ils se sont beaucoup exprimés depuis quelque temps, parfois dans la rue, parfois bruyamment. C'est de leur âge. Et il faut essayer de les comprendre. Il y a les attentes des lycéens et des étudiants, il y a aussi parfois l'angoisse des jeunes des quartiers en difficulté. Nous les avons entendus, nous les avons compris. Et le ministre de l'Éducation nationale, François Bayrou, a annoncé dimanche dernier des mesures d'urgence qui rejoignent complètement
ce qui avait été envisagé. Donc aujourd'hui, sur ce plan-là, toutes les raisons sont réunies, toutes les conditions sont réunies pour que l'université, les universités françaises se remettent au travail. J'ai bien conscience que derrière ces mesures d'urgence, il y a quelque chose de plus grave et de plus profond. Et ce phénomène plus grave et plus profond, c'est quoi? C'est tout simplement l'angoisse de l'avenir. C'est cette question que nous lancent les jeunes. À quoi va servir le diplôme qui me sera donné par mon université? Est-ce qu'il débouchera sur un emploi, sur un travail? Et là, nous retrouvons ce qui est le fléau essentiel aujourd'hui, auquel nous devons faire face et contre lequel nous devons lutter, qui est le fléau du chômage. J'avais fait de la bataille pour l'emploi la priorité des priorités de mon gouvernement et je n'ai pas changé d'avis. Depuis 6 mois, nous avons marqué quelques points. Le chômage de longue durée a reculé. Et le contrat initiative emploi, qui avait été un des grands engagements de Jacques Chirac pendant sa campagne présidentielle, est une réussite. Il concerne près de 150 000 Français aujourd'hui. En revanche, et je le dis en toute franchise, pour le chômage des jeunes, nous avons subi des revers. Il a progressé depuis 2 ou 3 mois et ce n'est pas acceptable. Il faut donc que toute la nation se mobilise. Il faut faire des réformes au lycée, à l'université, les réformes de fond, elles aussi, trop longtemps différées, qui vont nous permettre d'attaquer ce fléau. Et puis, il faut aussi que tous les employeurs se mobilisent. Et je m'adresse là à toutes les entreprises, aux petites, aux moyennes, aux grandes. Nous avons fait beaucoup d'efforts envers elles depuis quelques mois. Nous avons allégé leurs charges et pris toute une série de décisions qui correspondent à ce qu'elles attendaient pour trouver un nouveau dynamisme. Eh bien, il faut qu'à leur tour maintenant, elles tendent la main aux jeunes, qu'elles leur offrent une chance d'entrer pour une fois dans la vie de travail, qu'elles leur mettent un peu le pied à l'étrier. C'est ce que j'ai appelé le devoir national d'insertion. Il faut maintenant le concrétiser. Ce sera la nouvelle frontière que nous allons ouvrir dans les mois qui viennent, la mobilisation pour l'insertion des jeunes, qu'ils soient étudiants ou pas étudiants, des quartiers en difficulté ou des autres quartiers, leur insertion dans la vie professionnelle. Voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais vous dire ce soir. La France a besoin de réformes. Nous allons les faire. Nous allons les faire dans la concertation. Nous allons les faire pour réussir. Et nous réussirons si nous retrouvons entre nous, Françaises et Français, ce lien, cette fraternité qui font notre force. Il ne faut pas dresser les Français les uns contre les autres, les usagers contre les grévistes, les cheminots contre les salariés du secteur privé. Tout ceci, ce sont de vieux combats ou de vieux débats. Il faut se réunir, se rassembler, se mobiliser pour réussir. Nous allons réussir, je le crois, de tout mon cœur et de toutes mes forces. Auparavant, Laurent Fabius avait défendu au nom du PS la motion de censure déposée par son groupe en exhortant le Premier ministre à négocier sérieusement. Avec Roland Sicard, le point sur ce débat parlementaire que vous avez pu suivre en direct sur France 2 cet après-midi. La journée politique d'Alain Juppé avait commencé de bonne heure. Réunion de l'ensemble des députés de la majorité. Quelques heures avant une motion de censure, il n'est jamais mauvais de resserrer les boulons. Les connaisseurs apprécient. Très bonne réunion. Changement de décor l'après-midi dans l'hémicycle, c'est là que l'opposition attendait le Premier ministre. Opposition d'abord socialiste, avec Laurent Fabius au créneau. Le débat porte en réalité sur le contenu des réformes, sur leur justice et sur leur méthode. Nous voulons des réformes, mais nous ne pensons pas qu'on réforme à 2 ou à 4 sur un coin de table où on a fait venir le technocrate de service. Un parti socialiste au créneau, un Premier ministre qui réagit plutôt vivement. Je vous ai pris, monsieur Fabius, en flagrant délit de mensonge. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est toute la gauche qui était rassemblée. Juppé doit renoncer à son plan. Le gouvernement continue la même politique dont les Français aujourd'hui ont vraiment ras-le-bol. L'opposition rassemblée, mais la majorité aussi, UDF et RPR, cette fois serrent les coudes derrière le gouvernement. Ce qui avait été critiqué, c'était le fait qu'il y avait peut-être eu pas assez de négociations et pas assez de discussions avant la présentation du plan. Je crois que les Françaises et les Français comprennent la nécessité pour leur propre protection sociale et pour leur retraite de réformes. En tout cas, sur le plan parlementaire, Alain Juppé n'a rien à craindre. Seuls les députés de l'opposition voteront la censure. Et l'opposition ici, c'est 85 députés sur 565 en fonction, avec une majorité soudée. À l'Assemblée, le gouvernement peut être tranquille. Deuxième invité politique, à l'autre bout de l'échiquier, M. Robert Rue. Monsieur Rue, bonsoir.
Bien, alors je suppose que vous ne pensez pas comme M. Giscard d'Estaing. Est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, qu'on est vraiment passé là, aujourd'hui, peut-être d'une crise sociale à une véritable crise politique? Vous savez, ce que des millions et millions de Français disent actuellement, expriment actuellement, ils disent une chose simple, ils disent il faut retirer le plan Juppé et il faut négocier. C'est très simple. Il y a une grande question sociale qui est posée. Les Français veulent la négociation. Il faut bien reconnaître qu'actuellement, M. Juppé s'obstine à être sourd. Et je voudrais dire que, évidemment, il y a des problèmes de société qui sont posés. Vous savez, dans ce mouvement, les gens se parlent. Ils parlent de l'avenir de leurs enfants. Ils parlent de l'avenir du pays. Sur toutes ces questions, évidemment, il y a des réflexions qui sont portées. Mais je répète, il faut absolument que M. Juppé entende ce qui se passe actuellement. Vous dites qu'il faut retirer le plan Juppé, mais vous n'êtes pas contre toute réforme de la sécurité sociale. Mais certainement pas. Il faut absolument réformer la sécurité sociale. D'ailleurs, nous avons des propositions concrètes pour réformer la sécurité sociale. Nous disons que, je vais les résumer. Un, nous pensons qu'il faut taxer les revenus financiers au niveau actuellement de la taxation des cotisations des salaires. Ça rapporterait actuellement 167 milliards. C'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est que nous pensons qu'il faut, voyez-vous, moduler les cotisations patronales en fonction de l'effort qui est fait en matière d'emploi, de croissance par l'entreprise. Voilà des propositions constructives. J'ajoute à cela qu'il faut naturellement relancer la croissance. Il faut la relancer par l'emploi, il faut la relancer par les salaires. D'ailleurs, une des propositions fortes que j'ai faites dans la campagne présidentielle me semble complètement d'actualité. Il faut relancer les salaires. Je pense qu'une augmentation de 1000 francs minimum des salaires, de tous les salaires de moins de 15 000 francs, relancerait les choses dans ce pays. Voyez-vous, mais là... Oui, monsieur, est-ce que vous pensez que l'on doit continuer à faire la grève et négocier pendant la grève, comme le disait hier soir ici même monsieur Blondel, ou est-ce que vous pensez que d'une certaine façon, on peut faire confiance au gouvernement désormais, arrêter la grève et discuter ? Mais il faut que le mouvement se poursuive, puisque actuellement, M. Juppé reste sourd. M. Juppé dit les Français ne comprennent pas mes propositions. C'est lui qui ne comprend pas les Français. Voilà la réalité. Il faut aujourd'hui, c'est simple, il ne s'agit pas d'attendre plusieurs jours, il doit négocier. Il faut qu'il retire son plan et qu'il négocie. Je crois que c'est extrêmement simple, c'est ce que disent les Françaises et les Français. Vous savez, les Françaises et les Français en ont assez que depuis 15 ans, on leur rabâche toujours la même chose, qu'on les traite de haut, qu'on les traite avec arrogance, qu'il y a au niveau de l'État des docteurs je sais tout, qui décident de tout, qui font tout, et qui ne tiennent pas compte de ce que disent les Français. Et ça, c'est insupportable. Ces mêmes gens sortent des mêmes écoles, ils sont dans les mêmes conseils d'administration. Tout ça, ça ne va pas. C'est ce que disent aujourd'hui les Français. Il faut écouter la France. Reste que dans les dépôts SNCF et RATP, les assemblées ont été assez vives aujourd'hui, souvent, et pour la première fois cet après-midi, des autobus et surtout des métros se sont remis à circuler à Paris. Frédéric Crotta, Joseph Bachtik. Le voilà. C'était en fin d'après-midi un train toutes les 20 minutes sur la ligne numéro 1. La joie éclate, mais elle ne concerne qu'une extrême minorité d'usagers. 2 lignes seulement proposent des rames, timide frémissement de reprise. Nous constatons que des trains pourraient circuler et que les piquets de grève s'y opposent. Difficile de confirmer cette information. Ni la direction de la RATP ni les grévistes ne nous ont autorisés à visiter plusieurs stations. La direction avait affirmé également que des grévistes s'étaient couchés sur les rails, mais là encore impossible de vérifier. Ces grévistes qui sortent d'une assemblée générale ne souhaitent pas s'exprimer. Vous êtes méchamment manipulés, je ne sais pas par qui, mais vous êtes manipulés. Quelques privilégiés ont donc retrouvé tout à l'heure leur métro, mais sans trop y croire. Bah c'est désert. J'ai jamais pris le métro à 6h, 6h10, 6h30, 6h15, avec aussi peu de monde. Les gens sont plus habitués à le prendre, j'ai l'impression. Ouais. Ils ont raison parce qu'il n'y a pas beaucoup qui passent. Hein. C'est insolite, il n'y a que ce métro. Il y en a d'autres, vous savez? On ne sait pas. On commence à avoir les mollets qui... On démonte les pneus. Le Parisien est décidément devenu méfiant. Même dans le métro, il conserve sa petite reine. Je l'ai acheté exprès pour les grèves. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Je vais le donner au gars de la RATP. Le mouvement social se cherche. FO et la CGT demandent au gouvernement d'avancer le sommet social prévu le 21 décembre. Calendrier de la discussion, Laurent Bailly, Agnès Molinier. Vous
Samedi, c'est la date des syndicats, celle des manifestations que Force ouvrière prépare avec la CGT et les enseignants de la FSU. En revanche, une autre date leur pose problème, celle choisie par Alain Juppé pour organiser le sommet social. Chacun de son côté, Marc Blondel et Louis Vianney ont écrit au Premier ministre. J'espère que cette fois il me répondra, ou plus exactement, je me fous de la formule de politesse, même s'il n'y en a pas, mais la bonne réponse, ça serait par exemple qu'ils disent le 21 c'est trop tard, on avance. Le 21 décembre c'est trop loin, parce que si l'on veut véritablement créer les conditions pour une détente, il ne faut pas donner l'impression qu'on renvoie la balle de semaine en semaine. En attendant, dès aujourd'hui, des réunions préparatoires ont lieu. Les enseignants de la FSU ont été reçus cet après-midi par Alain Juppé. Notre vrai souci, nous, c'est que ce sommet social, véritablement, permette d'avancer sur toutes les questions de l'emploi. Peu nous importe, je dirais, la date, s'il est véritablement bien préparé et s'il peut aboutir. Ce soir, Bernard Ponce, le ministre des Transports, rencontre les fédérations de cheminots. Mercredi prochain, le ministre Dominique Perben rencontrera les fonctionnaires. Le président de la SNCF, Jean Bergougnoux, a offert sa démission au ministre des Transports qui l'a accepté ce soir. Son successeur devrait être désigné en Conseil des ministres mercredi prochain. Le patron de la SNCF était en sursis depuis 5 jours après avoir été publiquement désavoué à la télévision par Alain Juppé, qui avait dénoncé donc à la télévision les carences du dialogue social à l'intérieur même de l'entreprise SNCF.